Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Bon, vous nous entendez? Très bien. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est parfait pour nous. Bon. Je vous remercie encore de votre disponibilité. Je vous prie encore de m'excuser de faire ça en visio, mais c'était un peu compliqué. Encore une fois, merci. Je comprends tout à fait les contraintes d'agenda qui peuvent s'imposer à nous. Si vous permettez, si vous êtes prêts, nous allons démarrer. Donc, je commence. Monsieur le ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, nous entamons aujourd'hui notre cycle d'audition en entendant Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois, ancien ministre délégué chargé de la ville et du logement. Monsieur Klein est par ailleurs, depuis le 1er septembre dernier, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Vous avez été ministre de juillet 2022 à juillet 2023. À ce titre, vous avez été en charge du plan initiative copropriété, piloté par l'Agence nationale de l'habitat depuis 2018, ainsi que du dispositif MaPrimeRénov' copropriété. Vous avez lancé 2 missions qui intéresse directement notre commission d'enquête. La mission donnée à Mathieu Hanotin, maire de Saint-Denis, et Michel Lutz, maire de Mulhouse, relative aux outils d'habitat et d'urbanisme à créer ou améliorer pour renforcer la lutte contre l'habitat indigne, et celle confiée à Costa Castrinidis, directeur des prêts de la Banque des Territoires, sur le financement de la rénovation des copropriétés en difficulté. Pouvez-vous nous indiquer quelles ont été les raisons qui vous ont poussé à lancer ces missions? Que retenez-vous tout particulièrement parmi les constats et recommandations qui en résultent? Je pense par exemple à la nouvelle procédure d'expropriation issue du rapport Hanotin-Lutz ou au prêt global et collectif inspiré de l'exemple belge et préfiguré par la Banque des Territoires. Les recommandations ont été pour partie intégrées dans le projet de loi relatif à l'accélération, à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé, adopté à l'Assemblée nationale le 23 janvier et par le Sénat dernièrement le 28 février et dont je suis la rapporteure. Dans l'attente de la réunion de la commission mixte paritaire, nous sommes intéressés par votre point de vue sur ce texte et sur les dispositions qu'il contient après l'examen en première lecture. Est-ce que, selon vous, elles répondent aujourd'hui aux préoccupations qui étaient les vôtres? Nous avons essayé, par exemple, de mieux garantir l'engagement du secteur bancaire et nous avons regretté que le nouveau dispositif ne soit pas financé comme le prévoyait le rapport de la Banque des Territoires. Des interrogations subsistent également sur la définition des missions du syndic collectif et sur son financement. Nous avons donc proposé de créer un vivier de syndics reconnus pour leur expérience et leur connaissance de ces sujets. De manière générale, nous avons souhaité renforcer la capacité d'action des maires, en particulier vis-à-vis des petites copropriétés. Vous êtes aussi un élu local très expérimenté. D'abord comme premier adjoint, puis, depuis 2011, comme maire d'une ville dans laquelle vous avez été confronté à des situations de copropriété en difficulté. Vous avez retrouvé cette fonction après votre départ du gouvernement. Votre expérience et vos propositions seront donc utiles aux membres de notre commission. Dans votre expérience, quels sont les signaux faibles qui permettent de détecter les difficultés d'une copropriété? Comment peut-on anticiper, dans la mesure du possible, la dégradation de la situation avant que l'emploi de mesures de grande ampleur devienne nécessaire? Comment se passe concrètement, notamment dans le contexte des quartiers prioritaires de la politique de la ville, les procédures de redressement? Identifiez-vous des pistes d'amélioration qu'elles relèvent de l'action et de l'engagement des acteurs locaux ou du soutien donné par l'État, son administration et ses agences? Comment assurer le relogement des personnes concernées lors des grandes opérations? Avant de vous laisser la parole pour un propos introductif d'une quinzaine de minutes, qui vous permettra de répondre en même temps à ces premières questions, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat et qu'un compte-rendu sera publié. Je dois également, comme vous le savez, vous rappeler
qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête sera passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14, 434-15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 € à 100 000 € d'amende. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je le jure. Je vous remercie et maintenant, monsieur, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Un petit mot liminaire qui va peut-être vous surprendre parce que je vais parler évidemment de copropriété, mais je vais parler du logement en général parce que je fais partie de ceux qui pensent que le parcours résidentiel est un élément extrêmement important et que la dégradation, la paupérisation des copropriétés n'est pas à la situation tout à la fois de l'hébergement, de l'acquisition et du logement social. Et merci de m'avoir proposé de m'entendre dans les anciennes fonctions qui ont été les miennes et puis celle qui est ma fonction de cœur de maire de Clichy-sous-Bois. Alors d'abord, fonction de cœur et connaisseur, hein, parce que moi, mes parents ont acheté en 66 sur plan dans la copropriété du Chêne Pointu à Clichy-sous-Bois. J'y ai habité de ma naissance jusqu'à l'entrée à l'université, donc pendant une petite vingtaine d'années. Et mes parents, comme d'autres, ont été des victimes en quittant Paris intramuros, souvent dans des logements pas forcément en très bon état, avec les toilettes sur le palier, et en pensant, à juste titre d'ailleurs, trouver dans ces résidences tout à la fois les aménités qu'on pouvait espérer et une ville nouvelle. Et donc Clichy-sous-Bois a cette particularité, c'est que, et Montfermeil, l'essentiel de ces constructions de la fin des années 60 ont été faites en copropriété, contrairement à la première couronne en logement social. Et si mes parents vous racontaient l'histoire, ils vous diraient que le promoteur de l'époque leur avait promis tout à la fois l'arrivée d'un autoroute qui n'est jamais venu, c'est la Francilienne qui est passée une dizaine de kilomètres plus loin, et d'un métro. Si tout va bien, on inaugurera la station de métro à Clichy-sous-Bois en 2026, donc 60 ans après la promesse du promoteur. Et très vite, ces copropriétés se sont retrouvées dans une situation fragile de par leur taille. Le Chêne Pointu, c'est 2 copropriétés, une de 800, une de 700 logements. Donc pour ceux qui connaissent un peu la copropriété, et j'y reviendrai, avoir une assemblée générale avec le quorum quand on est 40, 50, c'est compliqué. Imaginez 600, 700 dans des copropriétés dans lesquelles les espaces extérieurs sont très importants, dans lesquelles on s'est rendu compte très vite avec le choc énergétique des années 70 que c'était des passoires thermiques et que donc la capacité pour les copropriétaires, qui étaient essentiellement des familles modestes, de payer tout à la fois le remboursement de leur emprunt à la banque et leurs charges de copropriété devenait difficile. Et mes parents, comme d'autres, ont dû vendre leur bien social pour continuer. À Clichy, on est souvent dans des parcours résidentiels inversés, et c'est encore le cas malheureusement. On est copropriétaire et on quitte la copropriété pour intégrer le logement social, et c'est encore le cas, et j'y reviendrai, dans leur code aujourd'hui. Les de nombreux logements proposent aux personnes à qui on achète le logement de devenir locataires du logement social. Clichy, c'est pas une ville complètement normale, encore une fois, même si on a beaucoup travaillé. Ça reste encore aujourd'hui la ville ou une des villes la plus pauvre de notre France hexagonale. Et j'ai pu, à travers mes différentes fonctions, y compris, je ne sais pas si vous l'avez rappelé, celle de président de l'ANRU pendant près de 5 ans, voir à quel point il était important de réfléchir à la question de l'habitat et du logement dans sa globalité. Et comme vous l'avez dit, depuis le 1er septembre, après cette année exaltante, mais pas toujours facile, au milieu de la crise du logement,
de ministre de la Ville et du Logement, j'ai rejoint la délégation interministérielle chargée de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Tout ça définit quand même un point commun, en tout cas de celui de mon engagement, essayer de, comme vous tous, de faire reculer la grande pauvreté et les cortèges de souffrance qui peut le suivre. Et puis, comme la vie politique a souvent un début, une fin, ma vraie mission et mon métier, et j'y tiens, c'est celui d'être prof, d'enseigner et d'essayer de le faire le mieux possible. Alors, dans les questions de logement, il y a d'abord celle de l'hébergement d'urgence. Je veux y revenir un instant. Évidemment, ce n'est pas le sujet, mais je pense qu'on a vraiment besoin, dans cette période, d'être extrêmement attentif à l'hébergement d'urgence. Parce que le manque d'hébergement d'urgence nourrit l'habitat insalubre, nourrit les marchands de sommeil. Et les gens qui ne trouvent pas de place dans l'hébergement d'urgence, à un moment, plutôt que de dormir dans la rue, dans une voiture, eh bien, se tournent et sont les victimes des marchands de sommeil qui achètent des appartements dans les copropriétés notamment et dans l'habitat insalubre. Dans une ville comme la mienne, même si aujourd'hui on a beaucoup progressé dans la lutte contre les marchands de sommeil, un appartement aux Chênes Pointues, au plus fort de la crise, on pouvait l'acheter entre 7 et 10 000 euros. Et je n'ai pas oublié de zéro quand je vous dis ça, souvent à la barre du tribunal. C'est pour ça qu'il était important, et j'y reviendrai sur le travail de Mathieu Hanotin et de Madame Lutz, de bien réfléchir à ce que c'était l'habitat insalubre. Et donc, dans une copro où on a acheté un logement, un appartement de 3 pièces autour de 10 000 euros et qu'on loue l'appartement à la découpe, si j'ose dire, alors sans permis de louer, sans permis de diviser, eh bien, on peut louer la pièce principale 700 euros à peu près et les 2 chambres 400 euros. La cuisine et les sont partagées. Et ça a été souvent un phénomène d'accélération des copropriétés fragiles. Et c'est un des éléments d'extrême paupérisation de l'habitat ancien de centre-ville, parfois insalubre, dont la ville de Saint-Denis en est un exemple criant avec, sur l'allée de la République, par exemple, de petites copros dans lesquelles les marchands de sommeil peuvent se faire beaucoup d'argent sur le dos de la misère. La question du logement social en est aussi une. Si les plus fragiles arrivent parfois dans la copropriété, c'est aussi parce que le logement social n'est pas suffisamment construit dans toute sa pluralité d'offres du logement social, du PLAI au PLS. Eh bien, il est extrêmement important de préserver ce logement social, d'en construire toujours plus. Sinon, les copropriétés deviennent du logement social, voire très, très social de fait, et donc inscrivent ces difficultés et sont une des raisons des paupérisations que l'on peut connaître dans les copropriétés. Et donc, il faut, je le crois et le redire, protéger le logement social, arrêter que certains continuent à l'agiter comme un épouvantail, protéger la loi SRU qu'il faut protéger comme une grande loi de la République et se dire en permanence qu'il ne faut pas la fragiliser, sinon, comme l'avait Pierre en d'autres temps, je pourrais commencer une intervention qui commencerait comme lui par « chers amis » et vous redire à quel point il est important d'héberger les plus fragiles, mais pas pour moi, mais vraiment pour lutter contre les ghettos et la paupérisation de toute forme d'habitat. Et enfin, j'y arrive, l'habitat indigne, les copropriétés dégradées, d'abord, elles sont multiples. J'en ai un peu parlé, les grandes copropriétés que l'on a pu connaître, les Bosquets à Montfermeil, Grigny, Mantes-la-Jolie, Pisevin à Nîmes ou le Chêne Pointu à Clichy, sont des grandes copropriétés dégradées, mais il y a aussi l'habitat indigne, l'habitat insalubre de centre-ville qui constitue aussi une réserve de grande pauvreté sur lequel il faut qu'on ait une capacité à agir. Et cette capacité à agir, elle est extrêmement importante, elle est même vitale parfois. Je me permets de rappeler des drames que l'on a pu connaître à Marseille,
avec des effondrements, notamment celui de la rue d'Aubagne, l'incendie dramatique de Vaux-en-Velin, dégradé en décembre il y a quelques jours encore. On a vu, heureusement, sur des immeubles qui avaient été évacués au préalable, que cet habitat ancien de centre-ville peut être marqué par une extrême fragilité. En France, on a 114 000 copropriétés, c'est 1,5 million de logements, 19% des logements sont en copropriété. 19% de ces logements sont particulièrement fragiles et nécessitent à court ou moyen terme une intervention de la puissance publique. 400 000 logements, et les chiffres du rapport de l'abbé Pierre les rappellent, sont potentiellement indignes, occupés environ par 1 million de personnes. Parmi les indicateurs, je me permets de répondre en même temps à vos questions. Un des indicateurs, mais vous êtes des spécialistes du logement, vous le savez aussi, le rapport propriétaire-occupant, propriétaire-bailleur est un bon indicateur de la fragilisation d'une copropriété. Tous les éléments de dette aux fournisseurs sont aussi évidemment des éléments d'indication d'une fragilité de la copropriété. Et avec les différents dispositifs d'amélioration des qualités énergétiques des immeubles, eh bien, on va voir probablement encore se creuser l'écart entre les copropriétés qui vont bien et celles qui vont le moins bien, avec la difficulté de mettre en œuvre les travaux. C'est aussi une des raisons de la mission qui avait été confiée à la Caisse, c'était voir comment on pouvait préfinancer l'intervention des copropriétés, parce qu'on le sait tous, lorsqu'une assemblée générale est convoquée, il faut avoir le quorum, 2, il faut faire voter les travaux, et pour faire voter les travaux, il faut que le reste à charge soit acceptable par les copropriétaires, qui sont souvent dans ces copropriétés des gens avec de faibles moyens. Et l'autre sujet, c'est la capacité à voir ces travaux démarrer dans un rythme raisonnable. Et c'est pour ça qu'il fallait et qu'il faut encore, je crois, inventer avec le secteur bancaire des modes de préfinancement pour qu'on ne soit pas obligé d'attendre d'avoir certains seuils pour commencer les travaux. Il y a un côté un peu éducatif du début des travaux et je pense que plus on sera en capacité de démarrer vite les travaux, plus les copropriétaires auront envie de participer à l'effort financier. Évidemment, des copropriétés fragiles et des copropriétés dégradées sont dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, ce qui fait que souvent on a un mix entre copropriétés dégradées en plan de sauvegarde. Elles ne sont pas toutes en hors-code d'intérêt national, mais au moins en plan de sauvegarde à côté ou à l'intérieur de programmes en rue. Et là aussi, il faut inventer des dispositifs qui permettent d'avoir de la synergie entre les différents dispositifs. Une des difficultés, j'en ai déjà un peu parlé, hein, c'est la lutte contre les marchands de sommeil. Il y a eu quelques condamnations médiatiques de ces marchands de sommeil, mais c'est des procédures qui sont longues, peu nombreuses. Les marchands de sommeil sont très agiles. Moi, je les ai vus à Clichy-sous-Bois. Lorsque la procédure avance, ils revendent leurs biens à travers des SCI, donc entre eux-mêmes, sans DIA, puisque la vente d'une SCI ne provoque pas de déclaration d'intention d'aliéner. Et donc, les procédures peuvent assez vite redémarrer. Donc, il faut utiliser tous les moyens, la CAF, le GIR, tous les moyens qui permettent de repérer ces marchands de sommeil, les attaquer à ce qu'ils ont de plus précieux, c'est-à-dire leur portefeuille. Et ça fait partie des recommandations de la commission Hanotin-Lutz, du groupe Hanotin-Lutz, c'est les empêcher de continuer leur sale besogne, de revendre, et puis permettre, à travers l'évolution de la DUP Vivien notamment, eh bien, de gagner de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, un marchand de sommeil
pour lequel on va préempter, qui est parfois propriétaire de l'ensemble d'un immeuble. C'est la DNID qui va définir le prix de l'immeuble. Et parfois, on est obligé de donner de l'argent et donc d'enchérir ce marchand de sommeil. Et puis, il fallait que la DUP ait une cause d'intérêt public pour que la DUP soit déclenchée, ce qui fait que construire du logement social n'était pas... construire a posteriori une nouvelle copropriété, mais de plus grande qualité, n'était pas valable, et ça mettait les collectivités dans des situations juridiques et financières difficiles. Ensuite, il y a la question du temps, qui est une des questions déterminantes, et c'est l'objet tout à la fois des deux missions que j'ai pu transmettre. Aujourd'hui, le redressement d'une copropriété, quel que soit son niveau de fragilité, quel que soit le dispositif dans lequel il est entré, d'un POPAC, une OPA, un plan de sauvegarde, voire une ORCOD, eh bien, le temps est long. Il est long pour des raisons financières, il est long pour des raisons juridiques, il est long pour des raisons techniques, et tout ce qui est le projet de loi qui est actuellement d'en gagner, même si c'est jamais suffisant. Tout ce qui permet de gagner du temps est dans l'intérêt des habitants, qu'ils soient copropriétaires ou locataires, pour améliorer leur qualité de vie et leur sécurité. Parce qu'on parle bien de sécurité, hein, des ascenseurs en panne, des gens qui ne peuvent plus descendre de chez eux pendant de longs mois, des colonnes sèches qui sont cassées et dans lesquelles, quand les pompiers arrivent et qu'il y a un incendie, ils n'arrivent pas à brancher leur pompe à incendie. Et bien tout ça contribue à accentuer le risque de ceux qui y habitent. Donc en gros, il faut 5 à 10 ans pour redresser une copropriété fragile, et il faut presque 20 ans très probablement pour redresser une copropriété en ORCOD ou dans quelque chose qui lui ressemble, compte tenu de la taille, compte tenu du temps de l'acquisition foncière, compte tenu aussi, et ça est lié aux questions que je posais tout à l'heure sur le logement social, au temps du relogement. Aujourd'hui, si je prends l'exemple de Clichy-sous-Bois, mais il y en aurait d'autres, à Grigny, vous auriez le même phénomène. On a 2 ans de retard sur les plans de relogement tels qu'ils étaient prévus, faute de réalisation de logements sociaux à l'échelle des territoires, et donc la difficulté qui est pour nous celle de reloger. À cela se rajoute, mais ça c'est vrai, j'en ai parlé, pour d'autres copropriétés moins fragiles, les questions de rénovation énergétique, et même si on modifie les règles du DPE, on aura un certain nombre d'urgences à réaliser ces rénovations énergétiques, parce que bien souvent la question du classement du DPE d'un appartement ne pourra se résoudre que si on a lancé les réhabilitations plus massives de l'immeuble elle-même. Voilà un peu la situation. Donc le plan initiative copro est toujours en œuvre. Vous avez évoqué le rapport Lutz à Notin. Le projet de loi a été défendu au banc par mon successeur et puis par Christophe Béchu. Donc les choses avancent dans des questions extrêmement complexes, avec parfois et je terminerai là-dessus, parfois par des soubresauts auxquels on ne s'attendait pas. Par exemple, à Clichy-sous-Bois, pour la mise en œuvre de leur code d'intérêt national et l'acquisition des logements par l'EPF. L'EPF, pour se financer, a demandé une exonération de TFPB sur les biens qu'il acquiert. Donc, ça fait partie de la loi. Moi, je n'ai pas délibéré pour suspendre cet exo de TFPB sans en avoir bien vu les conséquences. Mais la conséquence pour le budget 2024, c'est 900 000 € de recettes en moins.
à l'échelle du projet, c'est plusieurs millions d'euros en moins. Donc, il va falloir qu'avec l'État, on regarde parce que les gens, eux, sont toujours là, mais habitent en quelque sorte un logement social de fait. Et donc, je n'ai pas moins de dépenses, mais par contre, j'ai beaucoup moins de recettes à partir de 2024 et pour les années à venir. Donc, même si on travaille beaucoup, même si on connaît bien les sujets, on est parfois rattrapé par ses propres bonnes idées et ses propres difficultés. Voilà ce que je peux vous dire en introduction et en essayant de balayer les questions. Une question aussi, une dernière chose que vous avez évoquée qui est déterminante, c'est la question de la démocratie dans la copropriété, celle du conseil syndical. Et bien évidemment, parmi les signaux faibles ou forts de paupérisation d'une copro, des difficultés, c'est sa capacité à faire vivre un conseil syndical, à faire vivre la démocratie. Et puis, la responsabilité des syndics est extrêmement importante. Donc, on a un certain nombre de labellisations de syndics de redressement et autres qui restent encore, à mon sens, insuffisants. On avait évoqué l'idée de création de syndics publics pour être à la hauteur du redressement des copropriétés. Et ça fait partie, je crois, des sujets qui restent sur la table. De la même manière, l'administration judiciaire n'est pas, en tout cas que très rarement, la bonne réponse à une copropriété. D'abord parce que dans l'esprit des copropriétaires, l'arrivée d'un administrateur judiciaire, ils voient ça un peu comme une entreprise, donc quelque chose qui va permettre le redressement. Mais la réalité, c'est que les administrateurs judiciaires, alors il y en a, globalement, ils essayent de faire leur maximum, mais ils font leur maximum dans un cadre qui n'est pas adapté, parfois en récupérant les fonctions du conseil syndical et toutes les compétences d'assemblée générale, de vote, etc., avec des compétences réduites. Ce qui est certain, c'est que l'administration judiciaire telle qu'on la connaît ne me semble pas être le bon outil de redressement, mais on est dans des règles qui sont celles de la propriété privée et pour l'instant, elles n'ont pas été modifiées et je ne crois pas que la loi qui est aujourd'hui en examen les modifie de manière substantielle. Voilà cette introduction qui est peut-être plus longue que celle que j'avais prévue, mais j'ai essayé de répondre aussi à quelques-unes de vos questions en même temps. Merci, Monsieur le Ministre pour ces premiers éléments de réponse. Avant de donner la parole à notre rapporteure Marianne Margaté, j'aimerais revenir sur une question à laquelle vous avez peut-être en partie répondu, mais qui pour nous est essentielle. Vous avez évoqué la notion de temps. Moi, j'ai envie de parler de celle de l'intervention en amont. C'est une question à laquelle on souhaite véritablement répondre dans le cadre de cette commission d'enquête, c'est de savoir, ou surtout d'être capable d'intervenir le plus tôt possible avant que la situation ne se dégrade et que l'on ait besoin d'employer de gros moyens, des moyens d'ampleur. Quels signes et surtout à quel moment doit-on et peut-on intervenir et est-ce que nous avons aujourd'hui les outils pour pouvoir le faire? Je vous remercie. J'ai essayé d'y répondre, c'est très difficile. D'abord parce que c'est une propriété privée protégée par la loi. Donc je pense qu'il y a les comptes qui permettent de voir dans quel état est la copropriété et le règlement et le niveau de la dette. Le niveau de la dette des copropriétaires à la copropriété et le niveau de la dette de la copropriété à ses fournisseurs. C'est un des éléments extrêmement importants. Donc, il faut avoir les capacités à l'analyser. Mais toutes les villes, parce qu'en dehors des collectivités locales, je ne vois pas bien qui pourrait le faire, toutes les villes n'ont pas les moyens en interne. Moi, j'avais créé il y a très longtemps un service habitat privé à la ville de Clichy-sous-Bois parce que c'était propre à ce territoire. Aujourd'hui, mon EPT a récupéré cette compétence habitat privé et j'ai transféré une partie de mes équipes à mon territoire.
mais ça demande une relation quasi quotidienne, j'exagère, mais pas très loin, avec les copropriétés fragiles. Ensuite, il y a ce que j'ai dit, hein, les rapports entre nombre de propriétaires occupants, nombre de propriétaires bailleurs, qui est un bon indicateur de la d'une copropriété, puisque on le sait, pour faire vivre la copropriété, pour la démocratie, il faut l'Assemblée générale, et souvent l'implication des propriétaires occupants est plus grande que celle des propriétaires bailleurs. Donc, ça donne aussi des leçons pour l'avenir avec les investisseurs dans les copropriétés qui peuvent être développées encore aujourd'hui. Les indicateurs, ils sont multiples. Ce qui est important, et ça c'est aussi le travail que l'on doit mener en permanence avec l'ANA, c'est que si on ne veut pas désespérer les copropriétaires, c'est qu'on ne soit pas en permanence dans des études du POPA, CALOPA, mais bien dans des études qui permettent de lancer des opérations de redressement de la copropriété. Et plus les opérations de redressement sont en amont, plus ils sont efficaces. Et pour qu'ils soient efficaces, il faut que beaucoup de collectivités locales regardent la copropriété. Alors c'est très différent, hein, d'un territoire à un autre. Les régions n'ont pas toujours la même implication, les départements non plus. Le FSL s'applique parfois en copropriété, parfois il ne s'applique pas. Ça dépend des choix et des moyens des départements. Donc voilà, malheureusement, beaucoup ont travaillé à l'ANA. Je crois que vous auditionnez Valérie Montré-Taylor après moi, donc elle vous dira ces critères objectifs de paupérisation et de fragilisation d'une copropriété. Et elle sait que parfois, j'ai des petites différences. Moi, à Clichy, par exemple, j'ai une copropriété en ce moment que je pense devoir basculer en plan de sauvegarde, mais les indicateurs sont, entre guillemets, encore un peu trop bons. Mais à chaque fois qu'on me refuse le basculement en plan de sauvegarde, on perd du temps. Et pourquoi je ne veux pas un plan de sauvegarde pour avoir un plan de sauvegarde? C'est juste que le niveau de subvention de l'ANA en plan de sauvegarde est suffisant pour que le reste à charge soit acceptable par les copropriétaires fragiles, alors qu'en OPA, le niveau de subvention de l'ANA est inférieur. Donc, je pense qu'il faut continuer à agir pour que... parce qu'à la fin, ça coûte toujours plus cher. Le temps, c'est de l'argent dans une copropriété. Et plus vite on met la copropriété dans un dispositif de sauvegarde, plan de sauvegarde ou autre chose, plus vite on est efficace. Et puis il y a un autre sujet qui reste extrêmement long, c'est la question des scissions des copropriétés. Si on pouvait accélérer les scissions de certaines copropriétés, je pense qu'on implique plus facilement les phénomènes de paupérisation. Mais c'est parce que quand on va au tribunal pour demander la scission d'une copropriété, il faut avoir démontré qu'on est capable de comptabiliser les différentes charges de copropriété à l'immeuble, par exemple. Mais souvent, ces grandes copropriétés construites dans les années 60 n'ont pas tous les moyens de comptabilisation. Et puis, on a des voiries, des espaces extérieurs qui sont propriété de la copro. À Clichy, si vous venez, j'en serais très heureux, si votre commission parlementaire veut se déplacer, je vous ferai visiter et vous verrez des rues avec plein de trous. Et vous direz que ce maire n'est pas très bon. La réalité, c'est que ces rues avec plein de trous appartiennent à la copropriété et que je ne peux pas la rénover, même si j'en avais envie. Et donc, alors, ceux qui ont acheté il y a très longtemps, ils savent que ces rues n'appartiennent pas à la collectivité. Et là, dans le cadre de leur code d'intérêt national, on va scinder les copros, la ville va reprendre ces espaces publics extérieurs, les entretenir. Mais on est dans des temps très longs et très complexes. Et je crois que parmi les outils, la scission de la copropriété et une scission plus rapide serait efficace. Et d'ailleurs, fait partie, je crois, des recommandations de la mission Lutz-Hanotin. Je confirme. Merci beaucoup. Marianne Margaté.
Oui, bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le Ministre. Oui, je suis donc rapporteur de cette commission d'enquête. Je vous remercie d'avoir resitué dans son contexte la question de la paupérisation des copropriétés, puisqu'on sait très bien que c'est bien la crise du logement qui alimente chacun des maillons et qui durcit, je dirais, et qui aggrave la situation de chacun des maillons du logement. Et vous avez également souligné ce qui est un point important dans les questions de copropriété, la divergence d'intérêts entre des propriétaires occupants et des propriétaires bailleurs, et divergence d'intérêts qui va s'exacerber avec des situations de copropriété en difficulté et l'arrivée en effet de marchands de sommeil dans ces copropriétés. Moi, j'ai été frappée par un chiffre. Le chiffre que vous avez donné sur les 114 000 copropriétés, c'est en difficulté, hein, puisqu'il y a 700 000 copropriétés en France. Donc, pardon, j'ai ma langue à fourcher. Non, mais c'était simplement pour qu'on partage les mêmes éléments, mais dont les 3/4 sont des petites copropriétés. Et je pense que c'est aussi l'enjeu qu'on veut porter dans cette commission d'enquête, de porter un regard, de mettre en lumière ces petites copropriétés qui nous semblent être un phénomène diffus, silencieux, mais dans lequel le mal logement s'exacerbe. Autant les grands ensembles, même s'il y a beaucoup de choses à faire, restent... enfin voilà, les grands ensembles, on le voit, sont en tout cas... un focus leur est donné parce que ça nécessite, parce qu'il y a des enjeux très lourds, il y a des outils qui ont été mis en place, des financements, même si ça peut s'améliorer. Mais on a l'impression, et j'aimerais que vous nous donniez votre sentiment sur ces petites copropriétés qui sont le quotidien, enfin, qui sont une réalité locale et qui parfois les communes connaissent mal, hein, que les maires connaissent mal. Et pour autant dans lequel le mal logement, hélas, prospère. Je voulais également vous solliciter sur la question des syndics. Vous l'avez évoqué. C'est donc le syndic d'intérêt collectif a été discuté lors du projet de loi. On a également le Premier ministre qui a annoncé lors de sa déclaration vouloir déverrouiller certaines professions comme les syndics. Donc je ne sais pas ce qui sous-entend cette proposition. Est-ce qu'on est de l'ordre de la simplification, mais comment est-ce que vous l'entendez et comment est-ce qu'on peut l'entendre et qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui, puisque les syndics sont un élément absolument crucial dans le cadre des copropriétés. Et vous l'avez évoqué par l'investissement que vous avez mis dans votre commune. On voit bien que l'organisation territoriale et les maires en première ligne, comme d'habitude j'ai envie de dire, doivent engager un investissement très lourd en termes de personnel, financier, etc. Est-ce que dans des villes qui sont moyennes ou dans des petites communes, aujourd'hui, le maire a la capacité de prendre cette mission, sachant que je crois que dans le questionnaire qui avait été... les maires sont très inquiets de la situation, de la dégradation des copropriétés de leur commune, mais s'estiment assez peu dotés en termes de moyens financiers, de moyens d'ingénierie, de personnel formé, ce qui est une vraie question. Et est-ce qu'aujourd'hui, les outils sont adaptés pour les accompagner dans cette... prise en charge, en tout cas dans cette intervention publique des copropriétés. Merci. Merci, beaucoup de choses. Et puis, pour beaucoup, vous avez probablement les mêmes réponses que moi. D'abord, vous avez raison. Au-delà des grandes copropriétés, celles que, pour ma part, je connais, la question de petites copropriétés, souvent invisibles, parfois qui ne sont pas en fond de rue, mais en fond de cours, avec le vieillissement des populations qui y habitent, sont des copropriétés extrêmement fragiles, dans lesquelles des travaux ont pris beaucoup de retard, dans lesquelles les gens qui y habitent, l'arrivée à la retraite par exemple, et aucune collectivité, même des villes riches, ne sont à l'abri de ces phénomènes de copropriété qui se fragilisent à l'intérieur de leur patrimoine. Et oui, je crois qu'on a d'abord un déficit de moyens de repérage, ce dont on a déjà parlé,
et puis de moyens des collectivités locales, parce que c'est de l'habitat privé dans lequel l'intervention publique est toujours compliquée, hein, puisque les copropriétés, les grandes ou les petites, même quand il y a, pour Clichy, les FIF qui intervient, qui achètent massivement, jusqu'à la fin, ça reste une copropriété. Tant qu'il y a deux copropriétaires différents, on est sous l'égide de la copropriété et les difficultés de la copropriété. Et donc, ça demande des votes, des assemblées générales, des appels de charges, etc. Et donc, dans tout ça, il y a des complexités qui viennent se rajouter, le chauffage, le système de chauffage, les pannes, pour un peu qu'on soit dans un réseau de chauffage urbain, qu'on n'est pas capable d'individualiser les dépenses, etc. Donc oui, il y a des difficultés. Les compétences transférées entre les communes, les intercommunalités, ne simplifient pas forcément le qui fait quoi et la responsabilité des uns et des autres sur ces sujets-là, puisque la compétence habitat peut être prise ou par la métropole ou par l'intercommunalité, mais en général n'est pas restée une compétence communale. Et donc, ça oblige aussi à intervenir de manière différente. Pour ce qui est des plus grandes copropriétés, peut-être juste un message, puisque j'ai vu que vous savez que les ORCOD d'intérêt national et les autres interventions type ORCOD d'intérêt métropolitain ou autres sont financées évidemment par l'impôt et par la TSE. J'ai compris que le projet de loi permettait de déplafonner la TSE, mais n'autorisait pas, en tout cas ça reste une décision du PLF, les établissements publics fonciers régionaux d'augmenter le prélèvement de la TSE. Je ne suis pas certain, je crois que pour l'Île-de-France c'est 5 € la partie de la TSE qui peut être utilisée pour les ORCOD qui existent déjà. Je ne suis pas certain que sur la durée, ces sommes seront suffisantes pour prendre en compte les grandes difficultés que peuvent connaître les copropriétés et être en capacité d'intervenir suffisamment rapidement. Après, sur les syndics, je l'ai déjà dit, je n'ai pas de solution miracle, j'adorerais en avoir, mais c'est vraiment la manière dont un syndic s'implique, ne s'implique pas, et ce qui fait qu'à un moment, un syndic est défini comme compétent et qu'on invite une copropriété en assemblée générale à le choisir et que quelques années plus tard, on se rend compte qu'au final, ça ne va pas si bien que ça repose souvent sur une personne. Et donc, c'est pour ça que moi, je crois à une forme de professionnalisation et de syndic d'intérêt collectif pour essayer d'avoir de la continuité. De la même manière, il est extrêmement important pour les copros, lorsqu'elles vont encore bien, d'accompagner les conseils syndicaux. Et parfois, si je prends l'exemple de Clichy, les copropriétés qui vont le mieux ou le moins mal sont des copropriétés qui ont été gérées au fil du temps par des syndics bénévoles et qui ont assuré tout à la fois la fonction de conseil syndical et de syndic. Mais ça demande d'avoir dans le conseil syndical des gens qui ont envie, l'énergie de s'investir. Et j'avoue que c'est évidemment de plus en plus rare et ça donne parfois à l'intérieur de la copropriété un rôle un peu ingrat de celui qui rappelle qu'il faut payer ses charges. Mais j'ai quelques exemples qui montrent qu'un syndic bénévole peut être une bonne formule. Je vous remercie. Je regarde mes collègues. Je ne sais pas si, comme vous le savez, je suis entourée de quelques collègues. Avez-vous des questions pour Monsieur le Ministre? Donc, oui, Antoinette Gull. Merci. Oui, moi j'ai une question. Vous évoquiez dans vos propos, en tout cas c'est ce qu'on vous prête, que le logement était la bombe sociale à venir. Est-ce que vous pouvez détailler ce que vous entendiez par là? Est-ce que ça concernait l'état du logement social, ou justement le sujet là qui nous intéresse, qui est réellement, j'allais dire, l'état des copropriétés, mais de l'habitat en soi en France? C'était
Alors, je l'ai dit, je crois effectivement que la chaîne du logement est une chaîne qui est extrêmement difficile. Et si on ne désclérose pas le parcours résidentiel, oui, il y a un risque d'impatience et d'explosion sociale. Et pour que le logement marche, il faut que tous les échelons marchent, de l'hébergement d'urgence jusqu'à la plus belle des copropriétés, si j'ose dire. Et ça se crispe, et en ce moment, il y a plusieurs maillons qui sont largement crispés. On ne produit plus assez de logements sociaux partout et pour tous. La production de logements en accession est largement limitée par... alors, vous connaissez la règle, hein, que je crois fausse, maire bâtisseur, maire battu, qui a fait qu'en approche de période électorale, on construit très peu. On est sorti de la dernière période électorale par la crise Covid, donc la production de logements n'a pas repris, plus les crises internationales qui ont fait un effet inflationniste, plus la montée des taux d'intérêt qui ont fait que beaucoup de programmes se sont interrompus. Et donc, il y a une explosion du nombre de demandeurs de logements sociaux, bien évidemment, mais l'explosion du nombre de demandeurs de logements sociaux, elle est liée au fait qu'on ne quitte plus son appartement. Si je prends l'exemple qui est celui que je connais le mieux, celui du maire de Clichy-sous-Bois, j'ai 3700 demandeurs de logements sociaux. Je vous raconte ça avant la modification de l'attribution en flux. Mais avant l'attribution des logements en flux, en gros, une bonne année, 30 logements sur le contingent mairie se libéraient. Donc au rythme actuel, si je ferme mon service logement, je caricature à peine, il faudrait 100 ans pour loger tous les demandeurs. Et je peux vous assurer que les rendez-vous du maire de Clichy, mais c'est le cas de plein de maires, sont essentiellement des rendez-vous logement. Même si officiellement la demande de rendez-vous qui est posée à nos assistantes ou à nos assistants n'est pas celle-là, à la fin ou à un moment du rendez-vous, il y a toujours un « Ah, au fait, monsieur le maire, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour mon logement ou celui de mes enfants ?» Moi, j'ai des appartements, notamment dans les copros, où 3 générations cohabitent. Et donc, ce n'est pas acceptable. Et donc, oui, je pense qu'il y a un risque de crise, d'explosion liée à cette absence de logement, en tout cas dans les métropoles les plus denses. On peut m'expliquer qu'il y a autant de logements vacants que de demandeurs de logement, mais une partie des logements vacants sont quand même dans des zones où l'emploi n'est pas suffisamment présent pour répondre aux besoins de ceux qui en demandent dans les zones denses. Muriel Jourda. Oui, merci. Bonjour, Monsieur le Ministre. Une question par rapport à l'énumération que vous avez faite des causes des difficultés de logement. Vous n'y mettez pas le zéro artificialisation nette, l'exigence de DPE dans des logements qui sont souvent loin d'être indignes, ou la complexification des règles d'urbanisme avec souvent d'ailleurs des recours à la clé qui ne permettent pas de disposer de règles d'urbanisme à jour, si je puis dire. Je crois que se réfugier aujourd'hui devant le ZAN, qui est un objectif, est souvent une mauvaise excuse. Je suis désolé de le dire comme ça. Je ne dis pas qu'à un moment, ça ne rendra pas les choses plus compliquées, mais je peux vous assurer, pour m'être promené un peu partout sur le territoire national, des dents creuses dans lesquelles on construit du logement et dont on fait le choix de faire une petite copropriété en oubliant ses obligations de production de logement social ou en oubliant d'en faire plus parce qu'on est dans une période de rattrapage. Donc, voilà, il y a encore moyen de construire, je crois, du logement. Ensuite, il y a des complexités, mais aujourd'hui, quasiment aucun logement, pour des raisons de DPE, sont sortis des possibilités d'être mis en location. J'ai entendu Christophe Béchu et Guillaume Casbarian dire qu'ils allaient modifier les règles des DPE pour les petits logements, parce qu'effectivement, il y a des sujets. Pour ma part, je reste favorable à ce que lorsqu'une copropriété prend des engagements, vote des travaux, on permette de continuer à utiliser un certain nombre de logements, même si
l'étiquette énergétique n'est pas suffisante, parce que je l'ai dit dès le début de mon intervention, parfois on peut dire au copropriétaire que son appartement est en F, mais si la copropriété n'a pas voté les travaux, il suffit d'être orienté au nord, avec un mode de chauffage qui ne convient pas, et on se retrouve dans une mauvaise étiquette dont on n'a pas seulement la responsabilité, et il faut que la copro vote. Donc je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut sortir. En même temps, pour voir aussi ce que ça veut dire de vivre dans un appartement en F ou en G, vivre dans une passoire thermique, avec tout un tas de problématiques d'humidité, de moisissure et d'enfants dans des situations d'extrême fragilité. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue cette obligation, parce que le propriétaire, malgré tout, souvent, il encaisse des loyers, il a, comme tout propriétaire, des obligations. Et donc, il faut agir sur la location à destination touristique, il faut agir sur tous les sujets, il faut agir sur les fiscalités du logement touristique, notamment, pour qu'il ne soit pas plus attractif que d'autres modes de logement, mais j'ai compris que le gouvernement le faisait et allait continuer à le faire avec la sagesse des parlementaires. Stéphane Demilly et ensuite David Dehors. Oui, bonjour Monsieur le Ministre. Entre le moment où j'ai levé la main et le moment où vous venez de parler, vous avez esquissé finalement la réponse à la question que je voulais vous poser. Mon équipe m'avait préparé un petit dossier et je voyais que les procédures en justice pour les impayés en matière de charges de copro sont passées de 22 000 à 29 000 entre 2007 et 2020. C'est-à-dire qu'on a eu une inflation qui est vraiment assez spectaculaire. Et donc je voulais savoir, parmi toutes les mesures que vous avez évoquées, celle qui vous paraît être la mesure phare, la mesure choc, la mesure prioritaire que vous auriez prise si vous aviez eu toujours en responsabilité ce secteur. C'est difficile à vous répondre. Je pense qu'il n'y a pas de mesure choc. Je pense que si on veut intervenir sur la fragilité des copropriétés, c'est toutes ces mesures en même temps qu'il faut essayer de prendre, si j'ose dire. Les outils, les indicateurs, faire que ces indicateurs nous permettent de déclencher la puissance publique dans sa globalité, faire que il faut simplifier la démocratie dans la copropriété. C'est pas possible que les propriétaires bailleurs, à travers des mandats, bloquent un certain nombre de travaux nécessaires à la copropriété. Je pense qu'il y a un travail à mener entre les majorités simples, les majorités qualifiées, en fonction de l'urgence de ces travaux. Alors ça relève pas du ministre du Logement, hein, les questions de majorité en copropriété, mais plutôt du ministre de la Justice et du garde des Sceaux. Mais je pense qu'il y a un vrai sujet si on veut accélérer la question du préfinancement. Je crois qu'on a vraiment besoin de solvabiliser la copropriété, soit à travers un prêt aux copropriétaires, soit à travers un prêt à la copropriété. J'aurais plutôt tendance à penser que c'est un prêt à la copropriété qui permet d'accélérer et de simplifier la mise en œuvre. Charge après, bien sûr, à la copropriété de récupérer dans les charges l'avance qu'elle a faite. Mais je crois que c'est tout ça en même temps qu'il faut essayer de mener, mais dans un climat dans lequel on produit plus. Parce que s'il n'y a pas en même temps une production plus importante de logements, on continuera à avoir des gens qui, de guerre lasse, prendront le seul logement qui leur tombe, qui leur permet d'avoir un toit sur la tête, sans parler des phénomènes de squat ou de marchands de sommeil qui continuent à être présents. Dernier mot d'ailleurs sur ce sujet-là, parce que c'est les marchands de sommeil qui, à force d'être chassés des copropriétés, achètent des pavillons. Et c'est un phénomène que l'on voit de plus en plus peut-être que David Ross pourra en témoigner juste après moi, mais c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus dans nos zones pavillonnaires,
des pavillons un peu anciens, un peu grands, que des marchands de sommeil achètent. On ne peut pas le préempter, on n'a pas de raison de le préempter. Et quelques mois après, alors s'il est honnête, il va nous faire un permis de diviser puis un permis de louer. Mais ça, c'est l'exception, celui qui est honnête. Et donc, on va voir aussi des phénomènes de paupérisation. On commence à le voir dans nos zones pavillonnaires. C'est un autre sujet, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'à mon sens, la question de l'habitat était très liée et que chacun des sujets se touche. Je pense qu'on a ce sujet-là devant nous pour les années qui viennent, en plus de tous les autres. Merci beaucoup. En tout cas, sur ce dernier point, je vous rejoins complètement sur ce phénomène d'achat de pavillons par les marchands de sommeil. Chez nous, dans les Hauts-de-France, là où on a quand même pléthore aussi de maisons de ville, c'est vraiment ce qu'on voit véritablement aujourd'hui, ces maisons qui sont divisées aujourd'hui, mais divisées de manière... je dirais pas forcément confortable et surtout de manière pas favorable pour les locataires. David Ross, merci. Oui, merci Madame la Présidente et merci Monsieur le Ministre pour tout ce qui a été évoqué. Alors justement, ma question était un peu annexe à la fin de votre intervention. Je voulais savoir si on savait s'il y avait un décalage et si oui, dans quelle proportion entre le nombre d'habitants officiels dans les copropriétés et la réalité. Je dis ça parce que ça a deux impacts, bien sûr. Ça a des impacts pour les conditions de vie pour les personnes qui sont à l'intérieur, mais aussi, accessoirement, pour la dotation globale de fonctionnement pour les communes qui sont impactées par ce décalage s'il existait. On sent l'ancien maire. Non, moi, ces chiffres, je ne les ai pas. Ce qui est vrai, à Clichy, par exemple, moi, j'estime que le nombre d'enfants hébergés et de 400 à peu près, c'est-à-dire une école. Ce qui est très très important. Et oui, ces enfants-là ne sont pas comptés dans ma DGF, mais ils mangent à la cantine, souvent au tarif le plus bas, c'est-à-dire 50 centimes chez moi. Et oui, ils ont un coût. Et oui, même si la colocation, l'hébergement est interdit en logement social, ça existe, mais c'est quand même plus ou moins surveillé par les bailleurs. Mais dans les copropriétés, le phénomène est encore plus grand. Et donc, oui, cette question des copropriétés fragiles, dégradées, de l'habitat indigne, ont des conséquences pour ceux qui y vivent, mais ont aussi évidemment le territoire. Parce que ça paupérise la ville, ça fragilise son image et ça nous... La fragilité attire la fragilité et donc on arrive à ces phénomènes de bidonvilles horizontaux ou verticaux, ça dépend de la forme de nos copropriétés que peuvent être les copropriétés fragiles. Mais je n'ai pas de chiffres, mais peut-être que vos administrateurs pourront en trouver des plus à jour que moi. Merci. Marianne Margaté. Oui, une dernière question. Est-ce que vous avez... quel est votre avis sur la mobilisation des OFS via le bail réel et solidaire pour intervenir sur les copropriétés dégradées ou paupérisées? Est-ce que ça vous semble un bon outil à utiliser? Je voulais vous entendre là-dessus. Merci. Alors, je pense qu'il faut là aussi une pluralité d'outils. Je crois aussi d'abord au portage par des établissements publics fonciers, en OFS ou pas. Je crois à l'acquisition-amélioration par des bailleurs sociaux. Il y a un moment où la copropriété est obsolète et on ne peut pas sauvegarder la copropriété. Et je pense que l'intérêt de ceux qui habitent, surtout quand il y a une grande majorité de propriétaires bailleurs, c'est de trouver un opérateur, bailleur social, qui rachète un immeuble, qui le réhabilite et qui transforme du logement très social de fait en du vrai logement social. L'Office foncier solidaire et le BRS, comme les autres outils d'accession sociale à la propriété, sont de bons outils. Ils ne régleront pas tout. Je crois plus, mais je peux me tromper, hein, je crois plus aujourd'hui à l'utilisation du BRS comme production de logements neufs sur des copros fragiles. Je ne sais pas s'il y a des exemples, je ne voudrais pas dire de bêtises là-dessus, d'office foncier solidaire qui se serait porté acquéreur
d'un immeuble en copropriété fragile, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il y a des OFS, on parlait du Nord tout à l'heure, il y a des OFS enfin, Lille a été précurseur sur ces sujets-là. Il y a des offices fonciers solidaires qui produisent du logement et qui permettent à des personnes modestes d'être propriétaires. Comme je vous l'ai dit, moi je crois au parcours résidentiel et à toutes les possibilités. Si on explique bien comment marche un office foncier solidaire, si on explique bien aux gens qu'on peut être heureux en étant propriétaire de son logement, même si on n'est pas propriétaire du terrain sur lequel il a été construit, on n'est pas en danger et que ça marche. Je pense que c'est un bon outil d'autres outils qui existent. Pour la copro, je n'ai pas d'exemple. Je ne peux pas vous en dire plus. Je crois plus, ça je le connais, je l'ai vu faire et ça marche, à de l'acquisition-amélioration par un bailleur social. Merci beaucoup pour ces éléments. Peut-être une question qui m'est soufflée concernant ma prime Rénov Copro. À aujourd'hui, quelle est votre vision des choses sur ce qui est engagé, sur les évolutions évoquées, votre constat? Les copropriétés ont pour beaucoup, en tout cas celles des années 70-80, un besoin majeur d'intervention. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'il est important d'inventer des dispositifs pour que ma prime Rénov Copro soit versée, et vous en parlerez avec Valérie Moncret-Taylor tout à l'heure ou la prochaine fois, mais soit versée de manière différenciée en fonction de l'état financier de la copropriété et de ses copropriétaires, avec un reste à charge le plus bas possible pour les copropriétaires et avec un retour sur investissement le plus important possible. Ce qui est important, c'est avec l'accompagnateur et Rénov de la copro, avec la maîtrise d'œuvre que choisira la copro, d'expliquer aux copropriétaires les effets sur leur charge de copropriété, sur leur qualité de vie, parce qu'au-delà de l'effet sur les charges, on sait qu'on peut régler des problèmes de pont thermique, d'humidité, de moisissure à l'intérieur du logement grâce à la réhabilitation et notamment aux ITE. Et donc, c'est tout ça qu'il faut expliquer aux copropriétaires avant d'arriver en assemblée générale et qu'ils aient une idée de l'effet baissier sur leurs charges, mais aussi du coût. Et si on veut que les votes en copropriété interviennent, il faut que le reste à charge soit le plus bas possible. Donc, je ne sais pas encore. La question du monogeste ou de la rénovation globale, à mon avis, ne se pose pas pour les copropriétés. La copropriété doit rester sur des copropriétés, sur des travaux massifs, parce que je ne crois pas que sinon ça aura des effets suffisants sur et l'étiquette énergétique et sur les économies d'énergie. J'ai compris que la question du monogeste et son éventuel retour s'applique plus sur l'habitat individuel. Donc voilà, j'ai effectivement besoin d'accompagner les copros. Après, c'est extrêmement compliqué. Une copropriété à l'autre, on ne va pas faire une isolation par l'extérieur pour une copropriété en pierre de taille, encore moins sur de l'haussmannien parisien. Donc, chaque copropriété a un sujet différent pour faire ses rénovations énergétiques et pouvoir utiliser ma prime Rénov Copro. On peut aussi faire des isolations par l'intérieur sous réserve de ne pas trop réduire la surface habitable du logement. Mais je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut intervenir sur les systèmes de chauffage, sur le système de production d'eau chaude. Enfin, tout ce qui fait qu'une rénovation énergétique et thermique est la plus réussie possible. Deux autres petites questions. La première qui porte sur le relogement. J'ai l'impression d'être encore ministre.
mais vous l'avez été, vous avez de l'expérience. Non, ce qui m'intéresse, c'est de vous entendre là cette fois-ci sur la question du relogement en tant qu'élu local, expérimenté, je vous ai dit tout à l'heure très expérimenté. Aujourd'hui, vous le savez, dans le projet de loi, ce sujet est abordé notamment avec la possibilité de simplifier en tout cas des constructions temporaires qui permettraient sur certaines grandes opérations d'apporter en fait des réponses, parce qu'aujourd'hui c'est un vrai élément de blocage pour certains élus de lancer ces opérations de rénovation. Comment aujourd'hui travaillez-vous sur ce sujet qui reste de toute façon, on le sait, problématique? Ça, c'est la première question. Puis la deuxième, vous l'avez dit, vous l'avez abordé aussi tout à l'heure assez brièvement, mais j'aimerais y revenir parce que c'est une question clé. C'est le qui fait quoi en fait dans tout cela. L'organisation territoriale en fait a aujourd'hui la façon dont elle est régie. Est-ce qu'elle est optimale sur j'en parle et j'en reparle parce que ça me paraît quand même une question majeure, cette question de détection. Est-ce qu'aujourd'hui les bons acteurs, enfin, est-ce que ce sont les bons acteurs aujourd'hui qui agissent sur cette détection et sur le redressement, et si oui, pourquoi, et sinon, que faudrait-il envisager encore une fois en termes d'organisation territoriale? Merci. Alors, sur le relogement, l'important c'est la mobilisation des bailleurs. À Clichy, on a une charte du relogement signée par les bailleurs qui étaient déjà présents sur la ville et plus largement sur le territoire. À chaque fois qu'ils participent au relogement, ça leur donne un droit à construire, parce qu'on démolit et on récupère du foncier et on reconstruit, tout à la fois du logement social, mais aussi du logement en accession. Donc il y a du entre les bailleurs et leur participation à la politique de relogement. On a fait modifier le règlement général de l'ANRU, vous le savez, pour avoir une prime plus importante pour les bailleurs qui accompagnent le relogement, hein, puisque le loyer de relogement peut être plus bas que le loyer habituel au mètre carré que pratique un bailleur. Donc la compensation des bailleurs sur le relogement est plus importante. Là encore, il faut utiliser tout ce qui est possible. Alors d'abord des opérations à tiroir, c'est pas toujours très agréable, mais il peut arriver dans des opérations, alors je parle de grandes copropriétés là, dans lesquelles des appartements par un copropriétaire occupant qui souhaite le vendre vide, eh bien, on peut, dans le cadre de l'opération, garder l'appartement, ne pas le casser, même si l'immeuble va être démoli, et l'utiliser pour un temps de relogement pour libérer un immeuble en fonction du calendrier de démolition. Donc tout est possible, même si évidemment les personnes relogées préfèrent éviter d'avoir 2 déménagements, mais ça se fait. Sur l'hébergement provisoire, ça fait partie des pistes qui sont évoquées dans un certain nombre de cas. Moi, je ne l'ai pas expérimenté à Clichy, même si on y a déjà réfléchi, mais pour l'instant, on est plus sur l'utilisation d'appartements libérés dans le cadre du projet pour des opérations à tiroir, plutôt que d'envisager la pose de containers ou d'autres habitats modulables, même si d'autres villes pourraient avoir d'autres pratiques. Il y a dans le modulaire des choses de qualité, et pas seulement à utiliser dans l'hébergement d'urgence et probablement dans l'hébergement transitoire dans le cadre d'un relogement. Ce qui est important, et là encore, c'est pour ça, et je réponds en même temps à votre question, moi je suis plutôt quelqu'un de favorable à l'intercommunalité et à la mutualisation des moyens. Je pense qu'il y a des questions tellement complexes comme celle de l'habitat qu'elles ne peuvent pas se résoudre à l'échelle communale. C'est pour ça qu'il faut un PLUI intercommunal. Parce que jusqu'à présent, les PLUI monocommunaux, le PLH, on avait des règles qu'on s'appliquait ou qu'on se donnait dans nos discussions avec les préfets, mais concrètement, un maire qui ne respecte pas son PLH et la TOL n'avait pas forcément beaucoup de comptes à rendre. Moi je crois que si on regarde ces questions-là sur des échelles plus grandes, on a probablement une plus grande capacité à faire, notamment en zone dense. Je connais mieux évidemment la région Île-de-France.
transports sont de meilleure qualité parfois, mais pas toujours qu'ailleurs. Et donc, on peut faire une proposition plus large du relogement, parce que un des sujets, c'est que les populations qui sont les nôtres, quelles que soient les difficultés qu'on a dans nos villes, sont attachées à leur territoire, à juste titre, sont attachées aux solidarités, aux voisins, à l'école de leurs enfants, etc. Donc il faut qu'on soit en capacité de faire des propositions de relogement sur des périmètres élargis, mais correspondant aussi aux souhaits des gens qui doivent être relogés. Donc c'est ça qu'il faut équilibrer, et il me semble que avoir une logique intercommunale me paraît plus efficace. Ensuite, pour le repérage des copropriétés fragiles, là encore, avec l'expérience, je pense que ces questions qui sont quand même ne s'arrêtent pas à la frontière communale peuvent être bien appréhendées sur des logiques de territoire, d'interco, alors la métropole, c'est probablement un peu grand, même si certains territoires le sont. D'abord parce que les moyens des communes sont quand même parfois faibles. Moi, à Clichy, pour lutter contre les marchands de sommeil, et j'ai une équipe d'inspecteurs de salubrité qui est disproportionnée au regard du territoire, mais ça permet de saisir l'ARS, le préfet, avec tous les procès-verbaux qui vont bien par des enquêteurs assermentés. C'est vrai que alors ça reste de la compétence du pouvoir de police du maire, donc on n'a pas transféré les inspecteurs d'hygiène et de salubrité au territoire, mais ça représente pour une collectivité locale pas très riche des efforts financiers importants. Donc c'est vrai aussi que parfois la mutualisation et l'intégration des questions d'habitat, et en particulier d'habitat privé, à l'échelle des intercos pourrait être utile. Et ce que vous rappelez, en fait, c'est aussi la question du volontarisme politique, clairement, puisque ce choix, oui, enfin, au niveau communal, au niveau intercommunal, qui va augurer des moyens, mais aussi des résultats qu'on peut avoir. Ça vous fait sourire? Absolument. Ah. Pardon. Merci, je reprends la parole. Vous parlez des marchands de sommeil. En fait, ça évoque en moi le texte sur lequel je suis rapporteur en ce moment, qui est la saisie et la confiscation des avoirs criminels, avec la possibilité, dans le cadre des poursuites des marchands de sommeil, de saisir les biens dont ils sont propriétaires. Et je crois que c'est l'année dernière, a été remis à une association qui s'appelle Habitat Humanisme, un immeuble qui appartenait à des marchands de sommeil et qui donc ont été réhabilités pour faire du logement de qualité pour les gens qui vivaient dans ce type de logement. Alors, pour le coup, je dirais que les communes n'ont pas d'argent à mettre, mais il faut effectivement pouvoir arriver à les poursuivre. Et je trouve que c'est une bonne politique, finalement, que d'appréhender des biens de délinquants pour pouvoir les réaffecter de cette façon dans le logement social. Dans la continuité de ce que tu dis, dans le projet de loi que nous venons de voter au Sénat, nous avons proposé cette disposition qui permet aux communes de disposer de ces biens confisqués par l'Agrasc, en fait, pour en faire du logement. Donc ça va vraiment dans ce sens-là. Tu as tout à fait raison. Vous vouliez intervenir là-dessus, monsieur le ministre? Non, alors je partage à 100% cette capacité à faire et je pense qu'il faut communiquer sur ces dispositifs pour faire fuir les marchands de sommeil et leur dire que l'impunité n'existe pas ou n'existe plus. Moi, j'avais un marchand de sommeil qui possédait 35 logements à Clichy. Il a été condamné par contumace, mais il a été condamné. Muriel Jourda a posé la question de savoir si les biens avaient été confisqués. Non. À l'époque, ils ont été acquis par la puissance publique après. Un vrai sujet.
Très bien. Eh bien, écoutez, je crois que les questions sont épuisées. Nous allons devoir vous libérer. Je vous remercie encore grandement, en tout cas, pour votre disponibilité, pour tous ces éléments apportés. Je crois que vous avez quand même dit et redit à plusieurs reprises et je crois que c'est très très juste. Cet élément aujourd'hui sur lequel nous travaillons, c'est un élément de cette crise du logement qui ont des causes vraiment multifactorielles, pour lesquelles il n'y a pas de solution véritablement unique. Et je dirais même que sur le phénomène de paupérisation des copropriétés, c'est finalement un symptôme. C'est cette paupérisation, d'une paupérisation des copropriétaires qui sont de plus en plus fragilisés véritablement. Donc ça aussi, c'est un élément que nous avons bien en tête et que nous souhaitons aborder. Encore un grand merci à vous et à très bientôt. Merci à vous et n'hésitez pas à vous transporter à Clichy-sous-Bois, je vous accueillerai avec beaucoup de plaisir. C'est entendu. Et puis juste une dernière chose, vous dire que nos travaux aboutiront, comme vous le savez, sur la publication d'un rapport qui sera disponible avant le 31 juillet 2024. Je vous remercie encore. Bonne fin de journée. Au revoir. Travaillez bien. Merci de votre écoute. Merci.